Donc je suis Sophie Marie, j'ai créé il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, ma petite entreprise qui s'appelle Parents Plus. Et l'objectif de Parents Plus tout au départ, c'est de travailler sur la communication parents-enfants et notamment permettre aux parents qui le souhaitent d'arrêter de crier sur leurs enfants, de pouvoir établir un mode de coopération efficace et vraiment basé sur le respect des uns et des autres, pas seulement le respect de l'enfant, le respect de nous aussi adultes. Donc j'anime des ateliers qui s'appellent Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, de mesdames Faber et Maslich, et puis aussi d'autres ateliers, notamment des ateliers qui s'appellent Les mots qui font grandir pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans, et aussi de temps en temps des ateliers pour les parents d'ados, mais un peu moins souvent. Cette orientation de communication au départ parent-enfant s'est élargie en fait au bout d'un moment, puisque je travaille avec des outils de communication qui sont vraiment universels et donc qui ne se limitent pas à la relation parent-enfant, qui peuvent s'élargir à la relation adulte-enfant et aussi à la relation humain-humain. Donc justement grâce au champ large en fait de ces ateliers, j'ai été sollicitée très vite par des professionnels de l'enfance et de la petite enfance, et donc aujourd'hui je forme aussi des équipes professionnelles, des équipes de crèche, mais pas que, voilà. Et puis voilà, le sujet s'élargissant toujours, et à la demande l'année dernière d'une structure de crèche, j'ai écrit cette conférence donc quand le couple est en désaccord sur l'éducation, que je vais vous présenter ce soir. Donc si les activités que je développe vous intéressent, j'ai un site internet qui s'appelle Parents Plus et qui est en voie de changer, puisque je parle beaucoup de coopération en fait dans mes ateliers, de coopération avec les enfants, et ça m'a paru pertinent au bout d'un moment de coopérer aussi avec des personnes qui font la même chose que moi sur le terrain, au lieu de se mettre en concurrence, mais voilà, de travailler vraiment sur une collaboration. Et donc je me suis associée avec ma collègue Delphine Payerne qui fait aussi les mêmes ateliers, et donc nous avons monté une nouvelle structure qui s'appelle Communication Bienveillante en Nouvelle-Aquitaine, qui est en train d'émerger, de voir le jour, et qui bientôt aura aussi son site internet. Voilà, mais pour l'instant les informations sont encore sur ce site-là. Voilà pour la présentation. Donc ce soir on va traiter de la question du couple et quand le couple est en désaccord sur l'éducation, comment on peut faire. Alors j'ai choisi de traiter la question en parlant d'éducation, puisque moi c'est une question qui m'est chère, c'est la question sur laquelle je travaille en permanence en fait dans la relation adulte-enfant. Ce soir on va quand même aller un peu plus large que l'éducation. Vous allez voir que le propos que je vais amener va nous permettre de traiter le désaccord de manière un petit peu plus globale. Donc, étant en train de lire ce livre de Thich Nhat Hanh dont je vous ai parlé, j'ai souhaité introduire la conférence avec une citation donc issue du livre « Semer les graines du bonheur dans le cœur des enfants ». Cette citation: « Si nous sommes en guerre contre nous-mêmes, il nous est très facile d'entrer en guerre contre nos proches et a fortiori contre nos ennemis. Si nous considérons nos proches comme nos ennemis, comment espérer que la paix règne avec notre entourage, dans notre pays et dans le monde ?» Cette histoire justement de paix, entre guillemets, dans le couple, finalement c'est une sorte de décision première, de se dire mon conjoint est quand même la seule personne au monde que j'ai choisie. Mes enfants, je ne les ai pas choisis. Mes parents, je ne les ai pas choisis. Je choisis aussi mes amis. Mais dans ma sphère proche, c'est quand même la seule personne que j'ai choisie, moi. Donc si je suis en conflit avec la personne qui m'est le plus proche, c'est quand même un petit peu problématique. Bonsoir. Et pourtant, avant justement ce conflit avec la personne qui m'est la plus proche, il y a est-ce que je suis en accord avec moi-même ? Parce que si je ne suis pas en accord avec moi-même,
ça va être difficile d'être en accord dans son couple. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça, détricoter un petit peu tout ça pour approfondir cette question. Je ne sais pas si certains d'entre vous, en arrivant ici à la conférence, se sont dit « Mais moi, dans mon couple, je viens parce que tout va mal. » On peut avoir parfois cette idée-là, cette pensée, cette impression. Et quand on en est là, quand on se dit que tout va mal, que ça va vraiment mal, il se peut qu'on soit dans un mécanisme qui s'appelle la pensée automatique irréaliste. Alors, qu'est-ce que la pensée automatique irréaliste ? C'est une pensée qui nous arrive de manière très spontanée et qui, en général, a tendance à dramatiser un petit peu la situation. On peut avoir des pensées irréalistes par rapport à nos enfants, par exemple, en se disant « Oh là là, il a encore eu 5 en maths, il n'y arrivera jamais ». Ou alors, ce qui m'amène, qu'est-ce que je vais faire de lui ? Ou alors, on peut avoir des pensées irréalistes automatiques sur le conjoint, bien sûr. En disant, non mais, franchement, mais il est nul, quoi. Je n'y arriverai jamais non plus avec lui. On peut même avoir des pensées irréalistes sur soi-même, en se disant, voilà, j'ai raté encore une fois, je suis vraiment une mauvaise cuisinière. Tout ça, ce sont des pensées irréalistes automatiques qui, en fait, vont passer d'un événement, d'une chose, à tout à coup un concept. On élargit tellement vite. Notre cerveau, en fait, aime bien faire ça. On est à ce moment-là dans le mode réflexe. Hein. On n'est pas dans la réflexion. Ces pensées automatiques, donc, sont comme des fulgurances. Elles peuvent aussi arriver parce qu'une situation ne me convient pas. Et hop, tout de suite, bonsoir, j'en fais une généralité. Alors, si on décortique la pensée irréaliste automatique, de manière générale, je pense qu'on est nombreux à penser qu'il y a une situation et que cette situation nous crée une émotion. Un ressenti, une émotion, peur, colère, tristesse, joie, et que par rapport à cette émotion, on va du coup avoir une réaction. Or, entre le fait que je vois la situation et mon émotion, il y a une pensée qui s'immisce. Et c'est une pensée qui peut être irréaliste automatique. Je vous ai parlé d'Armella tout à l'heure et des 2 livres Émotions, enquête et mode d'emploi. Elle a un exemple que j'aime beaucoup dans ce livre, qui est l'exemple des chaussettes sur le canapé. Je ne sais pas si ça vous arrive. Chez vous, qui est des chaussettes ou je ne sais quoi qui traînent sur le canapé. Et là, tout à coup, ah non, mais c'est la fête, quoi. Attends, mais il y a des chaussettes sur le canapé, mais ça veut dire qu'on ne me respecte pas. Ça veut dire qu'une fois de plus, je suis la bonne, quoi, à la maison. Non, mais ça suffit. Ils sont incapables de mettre leurs habits au sale. Et c'est toujours moi qui les ramasse. Ça va provoquer une émotion qui va être la colère. Mais entre les deux, il y a eu une pensée irréaliste automatique. C'est-à-dire que d'une situation, j'en ai fait un grand principe, qui forcément est contre moi. Hein. Et puis, c'est ce grand principe, en fait, qui m'a généré une émotion. Et là où on peut voir qu'effectivement, l'émotion est créée par ma pensée, c'est que dans la maison, il peut y en avoir d'autres qui passent devant le canapé et les chaussettes sur le canapé, et eux, ils ne vont pas du tout réagir pareil. En fait, ça ne va pas leur faire la même chose. Ils ne vont pas du tout ressentir la même émotion et avoir la même réaction. Donc, il y a bien quelque chose là, entre les deux, qui m'est vraiment propre à moi. C'est ma réaction à moi. Et cette réaction, elle est générée par la pensée qui s'est immiscée entre le fait que j'ai vu cette situation et l'émotion que ça a déclenché. Et cette pensée-là, c'est une pensée irréaliste automatique qui amplifie le phénomène. Chaussettes sur le canapé égale je ne suis pas respectée,
ces enfants sont vraiment insupportables et mal élevés. Bon, c'est moi qui les ai élevés entre nous. Hein. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire pour les faire réagir? Cette pensée irréaliste automatique, ça vous arrive, vous, d'en avoir? Vous... Ouais. Et on s'en rend pas compte, hein. On s'en rend pas toujours compte. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans la posture à se dire, mais attends, c'est légitime, quoi. Regarde, il y a des chaussettes sur le canapé. J'ai le droit de réagir comme ça, c'est normal. Oui, mais je réagis comme ça parce que j'ai une pensée automatique qui s'est infiltrée là, dans mon cerveau, à la vitesse de la lumière. Cette pensée irréaliste automatique, du coup, si je veux, moi, la traiter, parce que ça peut être mon conjoint qui laisse ses chaussettes sur le canapé, on est bien d'accord. C'est pas forcément mes enfants. Si je veux la traiter, il va falloir que je démêle un petit peu la situation. Et pour démêler la situation, en premier, je vais pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la réfutation. Alors, je vous ai amené, j'ai emprunté l'idée, je vous ai amené mes petites copines là, qui sont là. Celle-là, elle s'appelle pensée irréaliste automatique. Elle rentre directement dans ma tête et elle me dit « Ouais, t'as vu, hein, ils se respectent vraiment pas, hein, ils sont incapables de mettre leur linge au sale. Et puis ton conjoint, hein, t'as vu ce qu'il a fait? Ouais, ben c'est toujours pareil, hein. Franchement, tu ferais mieux d'en changer. Hein, blablabla. » Ça, c'est ma pensée irréaliste automatique. Ok. Et puis de l'autre côté, derrière, il y a mademoiselle réfutation. Alors elle arrive, elle est beaucoup plus claire d'esprit et elle va me dire « Mais attends, essaye d'identifier le problème. Regarde les choses en termes d'action. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il se passe que c'est la catastrophe. Non, il se passe qu'il y a des chaussettes sur le canapé. Tu m'énerves, toi. Oui, mais si tu regardes les choses objectivement, il se passe juste qu'il y a des chaussettes sur le canapé. Ah. Laquelle des deux je vais écouter? Ça, après, c'est mon choix personnel. Et quand je dis c'est mon choix personnel, c'est qu'on a réellement le choix dans cette situation-là. On a vraiment le choix d'écouter mademoiselle pensée irréaliste automatique. Alors là, par contre, que les choses soient claires, vous allez passer une mauvaise journée. Hein. Parce qu'elle, elle s'immisce partout. C'est-à-dire que vous allez sortir, ah ben voilà, tiens mais regarde, encore les voitures, elles respectent jamais les piétons ni les vélos. Ah non mais puis vite, non mais regarde, non mais franchement, voilà. Donc elle s'immisce très souvent dans ma tête et elle va me faire voir le monde d'une certaine façon. Elle, j'ai un peu moins tendance à l'écouter parce que bon, son discours rationnel, je trouve qu'il ne tient pas compte de moi, qu'il ne tient pas compte de mes émotions. Ouais, puis t'as vu, voilà. Non. Ben, pourtant, si je veux démêler la situation, finalement, il va falloir que j'écoute les deux. Que j'écoute mademoiselle pensée irréaliste automatique en lui disant je te vois et tu es juste une pensée irréaliste automatique. Bon, et toi je te vois aussi, j'ai pas trop envie de t'écouter, mais pour mon bien-être, je sais qu'en fait c'est un peu mieux si je t'écoute un petit peu quand même. Et cette attention qu'on va porter à mademoiselle réfutation, finalement, c'est vraiment notre pouvoir d'action. C'est-à-dire que soit je décide de me laisser bercer par les pensées irréalistes automatiques, soit je décide à un moment de redescendre un petit peu et puis d'écouter que oui, il y a une réfutation possible. Mais vous sentez déjà que ça demande une petite bascule à l'intérieur de soi, de pouvoir se dire oui, il n'y a pas qu'elle qui compte. Et oui, je peux être entendue même si je ne suis pas en mode pensée irréaliste automatique. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais dans le couple, quand je suis en mode pensée irréaliste automatique, en général, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Hein. En général, c'est j'envoie des reproches, là, des scuds, bam, 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 bam. L'autre en face, il commence à sortir les armes et c'est parti. Alors, du coup,
quand je suis effectivement en guerre, dans mon couple, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est démêler la situation. Regarder les choses en termes pragmatiques, d'action. L'action, là, en l'occurrence tout à l'heure, c'était les chaussettes sur le canapé, point. En termes d'action, c'est ça qui se passe. Et donc, écoutez la petite voix de la réfutation. Ça va me demander de distinguer 3 choses. Alors, ceux qui sont déjà venus à mes conférences, je dis tout le temps la même chose. De distinguer 3 choses qui sont la personne, son action et son émotion. On a souvent tendance à mélanger la personne, son action, son émotion et à faire des ponts entre tout ça. On a souvent tendance à juger une personne sur son action, sur ce qu'elle fait. Et nous-mêmes, on a tendance à associer nos émotions à nos actions. Ben oui, mais parce que c'est normal que je réagisse comme ça parce que je suis en colère. Oui, j'entends bien qu'il y a de la colère. En même temps, derrière, il y a une réaction. Donc, pour justement démêler la situation et sortir de ce « tout va mal », il va falloir faire cette distinction. Personne, action, émotion. La personne, et je le dis tout le temps, c'est votre conjoint. Vous l'avez choisi. Alors, ok, il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Mais votre conjoint ou votre conjointe, comme tout être humain, mérite le respect. Là, on est vraiment sur la personne, on est sur l'intégrité, on est des êtres humains. Si on commence à ne pas se respecter en tant que personne, effectivement, on est loin de semer des graines du bonheur et on est très très loin de pouvoir, ne serait-ce que nous, vivre en paix. Donc cette première distinction va m'amener, en même temps c'est pas confortable d'aller là-dedans. C'est pas confortable parce que ça veut dire qu'il faut que je me regarde moi. Il faut que je me regarde avec mon fonctionnement, avec mes automatismes. Et il faut que je prenne un petit peu de distance par rapport à moi-même. Ça veut dire qu'à un moment, il est nécessaire que je puisse me regarder avec douceur et avec compréhension en se disant « Ouais, ok, là, tu as un peu mélangé la personne et son action. Tu as un peu mélangé ton action et ton émotion. » Donc ça demande un petit peu de douceur avec soi-même. Ça demande de se regarder un petit peu. Et parfois, c'est pas confortable. Parce que on se dit ah oui, en fait, oui, je fonctionne comme ça. Et là, on va vite avoir tendance à se juger. À se dire oh, non, mais en fait, je suis pas quelqu'un de bien. Mais là encore, on est en train de confondre personne, action, émotion. Si en disant de moi, je ne suis pas quelqu'un de bien, en me jugeant en fait de cette façon-là, je suis en train de poser une étiquette sur ma personne. Or, c'est de mon action qu'il est question. Donc, que ce soit pour mon conjoint ou que ce soit pour moi, cette distinction entre la personne qui mérite, quoi qu'il arrive, le respect, son émotion et son action, elle est fondamentale. Bon, sauf si vous ne voulez pas régler votre désaccord de couple, mais à ce moment-là, peut-être que vous n'êtes pas là ce soir. Et puis, en troisième lieu, pour démêler la situation, il va falloir identifier la nature du désaccord. Et alors ça, j'insiste sur ce point, parce que je le vois souvent en atelier, les parents, en fait, qui sont dans une situation difficile, ont du mal à savoir si c'est le couple qui est en question, si c'est l'éducation, c'est-à-dire le couple parental, ou si c'est l'individu, l'homme ou la femme avec qui je vis. Et c'est pas facile de démêler ça. On a tendance, en fait, encore une fois, à avoir une pensée globale et à englober l'homme ou la femme, le couple et l'éducation. Du coup, on peut aussi avoir tendance rapidement à juger, encore une fois, l'individu, parce que dans le couple, dans notre fonctionnement de couple, et on va en parler tout à l'heure, il y a des choses qui se sont mises en place qui me montrent du coup l'individu sous un certain angle.
On verra tout à l'heure que le couple, c'est 50-50. C'est-à-dire que ce qui se met en place dans le couple, on est deux. Et on est responsable pour moitié de ce qui se passe dans le couple. C'est rarement la faute de l'autre. Et ça, c'est vachement dur de l'accepter et de le voir en face. De pouvoir se dire, ah oui, je mélange les personnes, la personne, son émotion et son action. Et oui, on est responsable à 50-50. J'ai aussi ma part. Ah, ça fait mal au gars. Donc, identifier la nature du désaccord. Alors ce soir, on va parler de désaccord parental, de désaccord d'éducation. Mais pour ça, on va aller un petit peu détricoter ce qui se passe au niveau individuel et au niveau du couple. Alors d'abord, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe pour moi en premier. Alors on va parler de moi, de vous, chacun de manière individuelle. Parce que dans le couple, et quand on est en désaccord dans le couple, on a ce besoin-là de montrer que, mais oui, mais ce que je pense, c'est légitime. Que ben oui, mais tu pourrais me comprendre. Moi. Alors je vous ai dit, dans le couple, on est deux. Mais par confort, et pour pouvoir avancer, on va commencer effectivement par moi, c'est-à-dire par vous individuellement, en tant que personne. Alors moi, en tant que personne, et dans le couple parental, est-ce que je vais commencer par le couple parental? Non, je vais commencer par mes émotions. Moi et mes émotions. Donc, nous sommes tous des êtres humains. Ce qui nous relie, nous, êtres humains, c'est le fait qu'on a des ressentis, qu'on ressent les choses. Là, ce soir, dans la salle, peut-être qu'il y a des gens qui sont ingénieurs, médecins, routiers, femmes de ménage, enseignants. Vous pouvez avoir tous les métiers que vous voulez. Peut-être que vous êtes très riche ou pas du tout riche. Peut-être que vous vivez en ville, à la campagne. Peut-être que vous avez des enfants ou pas. Sur plein de points, on peut être différent. Il y a une chose qui nous relie, c'est que dans la vie, on a des ressentis. Chaque situation provoque en nous des ressentis, des émotions. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire que finalement, on se retrouve tous à cet endroit-là. On a tous eu peur une fois dans notre vie. On a tous été joyeux. On a tous ressenti de la tristesse. On a tous ressenti du dégoût, de la honte. Tout ça, en fait, ce sont des choses que l'on partage, ce ressenti-là. C'est donc aussi ce qui nous relie. Cela dit, et on l'a vu tout à l'heure par rapport au fameux exemple des chaussettes sur le canapé, mes émotions, même si elles sont universelles, ça reste quand même mes émotions. C'est-à-dire que c'est moi qui les vis de cette façon-là. Et je pense que le désaccord aussi dans le couple peut venir assez souvent de ce point-là, à savoir, il y en a un des deux qui va vivre des émotions plus fortes que l'autre. Ou alors c'est le fait que les deux vivent des émotions très fortes qu'on va éventuellement se fâcher ou être en désaccord. Mais vraiment, j'ai envie de vous amener sur ce point-là, c'est que mes émotions et la façon dont je les ressens, certes, elles sont légitimes, mais elles sont tout à fait personnelles. Et elles peuvent être souvent orientées par des pensées irréalistes automatiques, notamment mes émotions de colère, puisqu'on est là pour parler de conflit, on est là pour parler de quand ça va mal. Quand on est dans la joie, tout va bien. Hein. Les émotions qui vont nous poser problème, c'est la peur, c'est la colère, éventuellement la tristesse, parce que ce sont des émotions qui vont être plus difficiles à vivre, qui vont être plus inconfortables. Ça ne veut pas dire que ce sont des émotions négatives. Toutes les émotions ont une fonction.
toutes les émotions ont une utilité. Par exemple, quand on regarde la peur, si vous regardez vraiment à la base de la peur c'est super important. C'est ce qui me permet de fuir le danger ou de l'affronter. Mais si j'avais pas peur, si j'avais pas cette fonction-là, je ne serais pas en vie. Parce que c'est bien elle qui, quand je vais traverser la route et que je vois une voiture arriver, c'est bien la peur qui me fait reculer. Donc la peur, elle est nécessaire. Après, parfois, il y a une petite pensée irréaliste automatique qui s'est glissée entre les deux. Et alors, j'ai peur des araignées. Même quand elles sont grosses comme ça. Là, je suis sur une pensée irréaliste automatique. Parce que, honnêtement, la petite araignée comme ça, elle ne va pas me faire grand-chose. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rencontré des migales. Là, déjà, il y a un enjeu qui est un petit peu différent. On peut avoir peur. Donc, les émotions ont effectivement... Quelle est la fonction de la colère? Alors, la fonction de la colère, j'emprunte la définition à Sylvie Hagebroek, que j'ai connue grâce à Marie-Pierre Kella. Je me suis demandé, en fait, pendant assez longtemps, quelle était la fonction de la colère. Sylvie Hagebroek nous proposait cette définition-là. Elle dit, en fait, on a chacun notre zone de respect, là. Tu vois, je pense qu'on l'a tous, hein. Elle est plus ou moins près. Il y a des gens, là, déjà, tu ne les respectes plus, puis il y a des gens, là, c'est bon. Cette zone de respect, là, autour de toi, quand quelqu'un la franchit, en général, quand on ne se sent pas respecté, ça nous met en colère. Et la colère, si on regarde physiologiquement, c'est un afflux de sang vers les extrémités. Et cet afflux de sang vers les extrémités, il est là pour repousser. Donc la colère, elle est là pour que je repousse ce qui est rentré dans ma zone de respect. Après, la colère, c'est toujours une émotion secondaire. Elle vient toujours après autre chose. Par exemple, je peux être une maman au supermarché, je viens de perdre mon enfant, je le retrouve, je lui en colle une. Moi, je ne le fais pas. Mais je peux le retrouver et être super en colère et lui crier dessus et lui dire « Non, mais ça va pas la tête, qu'est-ce que tu fais ?» Et je suis en colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant la colère? J'ai eu de la peur. Avant la colère, il y a toujours une émotion. C'est souvent le fait que je ne me suis pas sentie respectée, mais ça peut être de la peur, ça peut être de la frustration, on le voit chez les enfants. Donc la colère, c'est une émotion secondaire. C'est presque déjà une réaction à une première émotion derrière. La colère aussi, elle sert à décharger. Elle sert à décharger quelque chose qui nous pèse intérieurement. Elle a une fonction qui est vraiment importante. Ça vous va? Oui. Vous êtes sceptique? Non. La tristesse aussi a sa fonction. La tristesse, on peut la voir à la fois comme quelque chose qui va nous permettre de nous intérioriser et de faire le point à l'intérieur de soi. Il y a quelqu'un que j'aime bien aussi qui sévit pas mal sur YouTube. C'est une chaîne qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et il parle justement notamment des émotions et il dit en fait la tristesse, c'est quand ton cerveau sait déjà qu'il faudrait passer à autre chose, mais toi tu ne le sais pas encore. Et en fait la tristesse, elle est là pour te faire savoir que là, ça c'est fini. Et il faudrait passer à autre chose. J'aime bien cette interprétation de la chose. Je rajoute aussi le fait que la tristesse, elle sert vraiment à s'intérioriser, à pouvoir aller faire le point à l'intérieur de soi et si possible passer à autre chose. Pendant longtemps, je me suis posé la question à quoi servait la honte. Et puis la dernière fois, ici, en conférence, je me rappelle très bien, il y a une dame qui m'a dit peut-être que la honte, ça sert à savoir où j'en suis de mon estime de moi. Alors je remercie cette dame, parce que j'ai trouvé son approche vraiment intéressante. Et je me suis dit, oui, si j'ai très très souvent honte, ou au contraire pas souvent honte, j'ai un petit indicateur sur où j'en suis de l'estime de moi. Qu'est-ce que je pourrais travailler pour reprendre confiance en moi? Donc chacune des émotions, vous étiez là, chacune des émotions a sa fonction. Quand effectivement je vais vivre une émotion intense, je peux en
toute inconscience, attribuer mon émotion à l'autre ou à la situation. Ça, c'est si je suis inconscient. Si je suis allée à une conférence, je peux maintenant savoir que mon émotion, c'est moi qui la vis. Et que donc, je n'ai pas à l'attribuer à l'autre. J'ai à l'attribuer à ma propre réaction par rapport à une situation. Et peut-être à une petite pensée automatique qui s'est glissée là. D'où l'importance par rapport à nos propres émotions de parler dans ce que j'appelle moi le message jeu, le langage jeu. Marshall Rosenberg en parle, c'est un des piliers de la communication non violente, c'est ne pas attribuer à l'autre ce que je suis en train de ressentir. C'est moi qui le ressens et c'est entre moi et moi. Déjà, ça commence à enlever une certaine strate de conflit, si j'accepte que mes émotions sont les miennes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin d'être entendues. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de les formuler. Mais la façon dont je vais les formuler, c'est pas « tu es vraiment insupportable, j'en ai marre de toi et de tes attitudes ». C'est là, je me sens vraiment en colère parce que finalement, je me sens pas respectée ou je me sens pas pris en considération. On est encore un tout petit peu dans l'accusation de l'autre. Dans communication non violente, ils sont beaucoup plus pointus que ça. C'est-à-dire que je ne me sens pas respectée, c'est respecté par toi, donc c'est déjà une accusation de l'autre. Mais je vous parle d'entraînement. Et donc de pouvoir parler de ce que je ressens sans en accuser l'autre. C'est un travail pas facile. Je trouve que même avec des années de pratique, moi je me fais encore piéger vachement souvent. Donc les émotions, c'est les miennes. Première chose. Regardez aussi que dans ces situations de conflit, il y a moi et il y a mon stress. J'ai choisi comme définition du stress la sensation de perte de contrôle sur mon environnement qui effectivement génère du stress. J'ai appris cette définition il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, ça m'a permis personnellement de clarifier finalement dans mon contexte de vie que effectivement, si je regarde bien, le stress vient souvent d'une sensation de perte de contrôle. Perte de contrôle, alors des gens qui stressent avec le désordre, perte de contrôle de l'ordre. Ça peut être la perte de contrôle, mais ça peut être aussi tout simplement un besoin d'harmonie en fait, d'harmonie visuelle. C'est important aussi de pas cataloguer les gens qui ont besoin d'ordre comme étant des gens qui sont dans le contrôle, parce que ça peut aussi être un besoin tout à fait légitime, qui est un besoin de beauté en fait, de s'entourer de belles choses. Donc, si je regarde un petit peu mon stress à moi, pourquoi est-ce que je suis stressée, qu'est-ce qui me stresse? Déjà, regardez, est-ce que ce stress, je peux identifier des situations où j'ai cette sensation de perte de contrôle sur l'environnement? Parce que c'est dans les moments où je vais être stressée que je vais aller crier sur mon mari ou sur ma femme, et que là, il va s'en prendre plein la tête. Mais au départ, c'était mon stress à moi. Alors oui, j'ai besoin d'être entendue sur mon stress. Encore une fois, j'ai une émotion, j'ai le droit de l'exprimer. Mais c'est moi qui suis responsable de mon stress. C'est pas l'autre. C'est parce que moi, j'ai une sensation de perte de contrôle sur l'environnement. Et cette sensation, encore une fois, elle est totalement subjective. On n'a pas du tout, d'une personne à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes facteurs de stress. Je pense que vous le vivez au quotidien, dans une même famille. Par exemple, la notion d'ordre et de désordre est tout à fait subjective. Il y a des gens que ça va stresser très rapidement, et puis d'autres, au contraire, pas de problème avec tout ça. Donc là, on est sur des choses, effectivement, qui peuvent être conflictuelles, mais ça reste des choses subjectives.
Donc ça, c'est sur les choses un petit peu générales. Je continue avec les choses générales. Si je dois me regarder moi dans ces situations de conflit dans le couple, je pourrais aussi aller regarder mes besoins. Alors mes besoins, ça peut être en lien avec mon stress, ça peut être en lien avec mes émotions. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre d'Armella, Émotions, enquête et mode d'emploi. Dans le deuxième, elle donne vraiment des petits moyens, des outils pour aller à la recherche de ses propres besoins et de pouvoir les identifier. Souvent, on n'est pas allé voir ce qu'il y a derrière une émotion ou un stress. C'est intéressant toujours, de faire un petit pas de côté, un petit pas de recul, et puis de se dire, mais au fond, de quoi j'ai besoin ? Je parlais du désordre à l'instant, parce que le désordre peut être source de conflit. Encore une fois, de quoi j'ai besoin quand je demande de l'ordre ? Est-ce que j'ai besoin simplement de contrôler les choses ? Est-ce que j'ai besoin d'harmonie esthétique ? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? De la sensation de calme que ça me procure ? Donc ça, c'est intéressant d'aller voir. Et finalement, si je formule les choses en partant de mon besoin, et que je ne suis pas en train d'attaquer l'autre pour lui dire que c'est vraiment un nul, parce qu'il ne comprend pas et qu'en plus il ne fait jamais les choses bien, si je parle de mon besoin, l'autre il va pouvoir aller m'écouter un peu plus. Parce que je suis en train de parler de moi. Et éventuellement, ça va pouvoir susciter de l'empathie. Il va pouvoir se mettre à ma place et se dire « Ah ouais, t'as vraiment besoin de ça ? Ok, peut-être que pour ça, je suis prêt à faire ou prête à faire un petit effort. Si vraiment c'est un besoin vital, pour toi, je l'entends là cette fois. Maintenant tu le dis, je l'entends. Mais tant qu'on envoie des scuds contre l'autre et qu'on est dans le reproche ou dans l'attaque, c'est inaudible. On ne peut pas se parler de cette façon-là. Parce que quand on attaque quelqu'un, et c'est tout à fait légitime, il se défend, il sort les armes et il se défend. Donc tant qu'on reste en fait dans cette confrontation-là, eh ben ça, on peut pas y arriver en fait. Donc vraiment, hop, un petit peu de retrait et je vais voir de quoi j'ai besoin moi derrière. Des besoins découlent du coup mes attentes. Dans le couple et dans le couple parental, on a tous des attentes. Elles sont plus ou moins importantes. Et ces attentes-là, la plupart du temps, on ne les a même pas formulées. Je prends un exemple que j'aime bien. Moi, j'aime bien, je vous le dis, j'aime bien qu'on me fête mon anniversaire. Alors, si j'attends que tout le monde réagisse le jour de mon anniversaire, je risque d'être déçue. Si moi, mon attente, c'est qu'on fête mon anniversaire, je vais mettre en place ce qu'il faut pour que ça se fasse. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je vais aller voir de quelle façon moi je peux répondre à mon attente. Alors moi, je peux appeler mes copains la veille et leur dire « Hey, demain, vous n'oubliez pas, c'est mon anniversaire. » Ok, mais là, je vais du coup aller formuler mon attente et je vais aller moi-même satisfaire mon besoin ou donner en tout cas à l'autre la possibilité de le satisfaire. Après, libre à lui de le souhaiter ou pas. Et par rapport à nos attentes, en général, je reste sur des choses futiles volontairement parce que ce sont ces petites choses-là aussi futiles qui font que de temps en temps, ces petites choses-là, elles s'accumulent. À quoi t'as oublié que c'était ma fête ? À quoi si ? À quoi là ? Et finalement, j'attends des choses, mais je ne l'ai jamais dit que je l'attendais. Là, par exemple, je m'attendrais à ce que ce soir, on passe une petite soirée tous les deux tranquilles. Mais est-ce que je l'ai formulé ? Est-ce que j'ai dit à quel point ça me ferait plaisir si on prenait ce temps-là ? Plutôt que, ah bah oui, bah toi, t'es tout le temps sur ton ordi et ton téléphone, quoi. Ok, reproche. Qu'est-ce que j'attendais ? En fait, j'aurais bien aimé un petit moment en amoureux. Ah, c'est pas du tout pareil. Donc, tant que j'ai pas formulé mes attentes, il faut pas que j'espère qu'elles vont être satisfaites. Parce que notre conjoint a beau être la personne avec qui on vit au quotidien, il ne devine pas tout de notre pensée, de nos attentes, de nos besoins.
Donc si je ne le formule pas, j'ai assez peu de chance pour que je lui donne l'occasion d'y répondre. Alors après, avec les attentes, moi, si je vais un petit peu plus loin, et je vous l'ai dit dans l'exemple que j'ai fait, les attentes, ça pèse très très lourd. Je ne sais pas si des fois vous ressentez le poids des attentes. Alors moi, ça m'arrive par exemple en atelier. Des fois, j'ai des parents qui me disent ah oui, ben moi, là, j'attends de toi que ça se règle tous les problèmes dans ma famille. Waouh. Ok. Ben écoute, on va s'y mettre, hein, mais ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, tout dépend de toi. Parce que si toi, tu mets rien en place, il va rien se passer. Mais ça n'empêche pas que... Waouh. Bonjour le poids, quand même. Hein. Les attentes, de manière générale, quand je pose une attente sur quelqu'un, je lui mets un lourd poids sur les épaules. Alors, là, si je veux être courtois, 2 possibilités. Soit je vais voir de quelle façon moi je peux satisfaire mes attentes. Je parlais de cette fameuse question d'anniversaire où moi j'aime les fleurs, j'aime bien les bouquets de fleurs. Oui, ben ok, ben, va t'acheter un bouquet de fleurs. Au moins, et ça ne veut pas dire que mon conjoint m'aime pas. Ça veut juste dire que là, je suis en train de prendre soin de moi. Et que si j'ai du bonheur à avoir un bouquet de fleurs sur la table, eh ben, je vais mettre ce bouquet de fleurs et je vais me sentir bien. Et ben, du coup, quand les enfants et le conjoint, on va être tous là, eh ben, je vais me sentir bien avec ce bouquet de fleurs. Parce que j'aurai répondu à mes propres attentes. Il se peut que les attentes, effectivement, concernent la personne avec qui on vit. Et à ce moment-là, c'est quand même honnête de lui permettre de répondre aux attentes. Encore une fois, si quand j'ai des attentes, je le formule en disant « Oui, ben toi, c'est toujours pareil, hein. T'y penses jamais. » Je sais pas vous, mais est-ce qu'on a envie de répondre à une attente quand elle est formulée comme ça ? Ah ben oui, j'y pense jamais, mais toi non plus, t'y penses jamais. Et hop, c'est parti. Donc, formuler un message jeu et parler de ce que moi je ressens, de mes attentes et de mes besoins, c'est permettre à l'autre d'agir sur ces besoins-là. Si je vais directement dans la confrontation et dans l'accusation de l'autre et de tout ce qu'il n'a pas fait, et de tout ce qu'il ne fait pas pour les enfants, et de tout ce sur quoi on n'est pas d'accord, il y a quand même assez peu de chances pour que ça fonctionne. Donc vraiment, ça va être ma posture à moi dans la formulation de ce que j'attends qui va compter en premier lieu. Dans mes attentes aussi, il y a une chose qui peut arriver, et alors là, pour la personne qui est en face, c'est carrément très très difficile, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Exemple, je reviens sur mon exemple d'anniversaire que j'aime bien comme fête. Si je dis à mon conjoint, tu sais, moi j'aimerais bien un bouquet de fleurs pour mon anniversaire. Ok, il est sympa, il s'exécute. Il me ramène un bouquet de fleurs pour mon anniversaire. Et que je lui dis, ouais, mais enfin, tu m'en ramènes un parce que je te l'ai dit. Mais sinon, tu n'y aurais même pas pensé, je suis sûre. Waouh. Ok. Donc là, où est-ce qu'il a le choix ? Est-ce qu'il ramène des fleurs ou est-ce qu'il n'en ramène pas ? Il a le choix, nulle part. La moitié, quoi. Moitié du bouquet, tu peux couper les fleurs en 2 aussi, ou un truc. Mais vous voyez là, waouh, ça s'appelle une injonction paradoxale. C'est à la fois je veux, mais quand je suis satisfait, bim, je t'en renvoie comme un mine. Je ne vous demande pas de vous reconnaître dans tous les points. Simplement, juste de commencer à prendre un petit peu des lunettes un petit peu... des lunettes qui mettent de la netteté sur les choses pour se dire, ouais, ok, quand il y a conflit, en fait, on a parlé de 50% de responsabilité tout à l'heure. Oui, effectivement, ils y sont là. Donc, les injonctions paradoxales, c'est une chose. Et pour finir, puisqu'on est sur cette histoire de désaccord parental, donc de désaccord sur l'éducation, la dernière chose sur laquelle, ma foi, il va falloir aussi que je prenne mes lunettes clarifiantes, ce sont mes valeurs éducatives.
j'invite chacun de vous, et je m'invite aussi, à faire le tri dans les valeurs éducatives. Quand on entreprend ensemble d'élever des enfants, on a forcément des valeurs éducatives. Alors nos valeurs éducatives, la plupart du temps, elles sont très très en lien avec ce qui s'est passé avec nos propres parents. Soit parce qu'on va le faire de manière automatique. Maman, on a toujours fait comme ça avec moi, ça a marché, t'as vu, je suis pas mort. Super. Est-ce qu'on ambitionne que seulement que nos enfants ne soient pas morts Ah oui. Ou alors, on est en réaction. Ah non, mais moi j'ai détesté comment mes parents m'ont éduqué. Là. Du coup, je vais faire l'inverse. Du coup, tu refais la même chose, mais en miroir, en fait. C'est-à-dire que je suis juste contre. Mais pour le contre, finalement, ça revient un peu au même. Et du coup, par rapport à ces valeurs éducatives qu'en plus j'impose à mon conjoint, puisque tu comprends, c'est des bonnes valeurs, vu que c'est les miennes. Là, il va falloir que je fasse un peu de tri. Donc, se pencher sur soi, et là, encore une fois, c'est pas forcément très confortable de se dire pourquoi est-ce que je demande ça dans la famille ? Pourquoi est-ce que je suis vraiment à cheval sur cette valeur-là éducative ? Est-ce que c'est parce que maman m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, et avant maman, ma grand-mère, et puis mon arrière-grand-mère, et puis tout le monde là avant ? Ou est-ce que c'est vraiment que ça a du sens pour moi ? Et là, le grand tri s'opère. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est un petit peu désuet, mais je trouve que je l'aime bien quand même. C'est pourquoi on demande à nos enfants de ne pas mettre les coudes sur la table. Ah, mais parce que ça ne se fait pas. Mais bien sûr, on m'a toujours dit que ça ne se fait pas, c'est pas poli. Ouais, ok. T'as une autre raison ou c'est la seule ? Ah, mais nous, on a toujours fait comme ça dans ma famille, on se tient bien. On ne met pas les coudes sur la table. Ok, est-ce qu'il y a une vraie raison que je peux expliquer à mes enfants ? Est-ce que je peux leur donner le sens de ça ? Est-ce que pour moi, ça a du sens ? Alors, une fois, il y a une maman qui m'a dit, oui, parce que ça permet de ne pas mettre des miettes sur les manches. Ok. Donc, pour toi, ça a du sens. Donc, j'entends bien qu'effectivement, c'est une valeur que tu vas pouvoir véhiculer. Si par contre, vous me répondez, oui, mais c'est parce que ma maman m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, et mon papa aussi, et d'ailleurs, il me tapait sur les doigts si je ne le faisais pas. Ok, mais ça, c'est pas une raison. Ça, c'est juste reproduire de génération en génération quelque chose sur lequel je n'ai pas réfléchi. Donc faire le tri dans mes valeurs éducatives, ça veut dire réfléchir un petit peu à tout ça. Qu'est-ce que je demande à mes enfants ? Et est-ce que tout ce que je leur demande a du sens pour moi ? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi je demande à mes enfants de regarder la télé tant de temps et pas plus ? Est-ce que ça a du sens pour moi ou est-ce que je le fais par principe ? Alors je réfléchis, ah oui, pour moi ça a vraiment du sens parce que j'ai lu des choses sur les écrans, parce que j'ai observé que mes enfants quand ils passent plus de 3/4 d'heure devant les écrans, après ils ont l'air un peu bizarres. Donc oui, pour moi ça a du sens, donc là effectivement on est sur une valeur que j'ai envie de tenir. Je suis sûre que vous pouvez penser à plein de choses dans les valeurs éducatives et dans ce que vous attendez de vos enfants. D'ailleurs, en fait, souvent, les valeurs éducatives qu'il faut réfléchir, sur lesquelles il faut se repencher, c'est celles qui frottent. C'est-à-dire, c'est celles sur lesquelles, justement, on n'arrive pas à installer notre autorité avec les enfants. Et c'est pas pour rien qu'on n'y arrive pas. C'est qu'en fait, derrière, pour nous, ça ne fait pas sens. Donc si ça ne fait pas sens, c'est très difficile de l'imposer comme ça, frontalement aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout expliquer et passer des heures à faire des explications. On est bien clair là-dessus. Parce que des heures d'explication, c'est pas non plus performant avec les enfants. Ça veut juste dire que si j'ai fait le tri dans mes valeurs éducatives, à l'intérieur de moi, je sais là où c'est oui, là où c'est non. Et c'est très clair à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est tellement clair que je le vis,
ça se manifeste à l'extérieur de moi. Donc oui, je suis claire avec mes valeurs éducatives. Sauf que je ne suis pas toute seule, hein, dans un couple, on est deux. Est-ce que c'est clair pour vous, ce grand tri, ce regard sur soi? C'est bon? On continue? L'autre. Ah, en fait, c'est bien toute la question. Le problème, c'est l'autre. On a quand même, nous les êtres humains, un rapport à l'altérité qui est tout à fait particulier, puisque l'autre, il a toujours un peu tort, hein, vu que c'est pas moi. Donc l'autre, mon conjoint, ma conjointe. Alors, là, ce qui m'intéresse de regarder, c'est que au départ, dans la vie, nous, on est un individu. Au bout d'un moment, on devient, ou pas, mais en tout cas, là, ce soir, c'est la question qui nous relie, on peut devenir un couple. Donc, il y a notre existence en tant qu'individu, mais le couple aussi a sa propre existence. Il va avoir un fonctionnement propre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'addition de deux personnes. Il y a une troisième personne, là, une troisième entité, en fait, qui se met en place. Ça nous amène, justement, le fait d'avoir cette troisième entité qui se met en place, ça nous amène souvent dans des systèmes. C'est-à-dire qu'individuellement, on a un fonctionnement, on a une façon d'être, et puis dans le couple, on en a une autre. Je ne sais pas si vous l'observez pour vous-même, on n'est pas les mêmes. Si on est tout seul avec ses parents, en tant qu'adulte, je parle, ou si on est tout seul avec son conjoint, ou si on est dans notre rôle parental, donc avec nos enfants. Alors là, si on rajoute nos parents, en plus, on est pris entre les deux, donc on n'est plus non plus la même personne, et on est d'ailleurs des fois un petit peu déchiré entre je suis l'enfant de mes parents et puis le parent de mes enfants. Donc tout ça pour regarder que en fonction dans quel espace je suis, il y a des choses qui changent en moi. Ça vous parle, ça? Ça vous le fait à tous? Il y en a qui sont tout le temps pareils. On change finalement d'un espace à l'autre. Et il se peut que parfois effectivement, on mette en place certains systèmes. Alors, je vais parler du système le plus courant, qui est le triangle infernal, victime, sauveur, bourreau. Alors ça, dans le couple, ça se met en place super vite. Quand j'ai un problème et que je considère que l'autre a tort, je peux me mettre dans la posture de la victime. C'est-à-dire que il me comprend pas, il écoute pas mes émotions, il sait pas que ça pour moi c'est important et que j'y tiens, et c'est mon bourreau. Alors le sauveur là dans l'histoire, je vous laisse voir qui ça peut être. Après chacun son idée du sauveur, mais il y a forcément quelqu'un avec qui ça va être plus facile. Donc, qui va être éventuellement mon sauveur, genre, je commence à avoir un peu plus de 40 ans, tiens, avec cet homme-là, ça serait tellement plus facile qu'avec le mien, et hop. Non, mais en fait, c'est pas plus facile, parce que tu vas aller refaire la même chose. Puisqu'on est dans des systèmes, on va aller reposer le système ailleurs. Tant que je n'ai pas pris conscience, en fait, du système, je dis pas qu'on va le faire automatiquement, mais en tout cas, si je n'ai pas pris conscience du système et que j'étais dans ce système-là, il se peut que simplement je transfère le système. Du coup, le sauveur devient le bourreau et c'est reparti. En général, quand on est dans ce triangle-là, on passe aisément de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être victime sur certains plans et puis du coup, on va devenir bourreau. Parce que quand on est victime, vous vous rappelez, le respect là, ça nous met en colère parce qu'on ne se sent pas respecté. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer. Et donc, éventuellement, devenir bourreau. Donc, on peut, en fait, passer sa vie à alterner, et le couple est vraiment l'espace idéal pour ça, à alterner entre la position de victime et de bourreau. On peut le faire. On peut aussi prendre un petit peu de distance et puis se dire, vu que c'est 50-50, que j'ai aussi ma responsabilité,
qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter moi-même de me regarder comme une victime? Ça nous amène sur cette notion-là des étiquettes. On est du coup dans le couple de la même façon qu'on l'est vis-à-vis de nos propres parents, hein, et puis après dans son boulot ou quoi. On a tendance à se mettre des étiquettes. Des étiquettes qui sont ce qu'on appelle des traits de personnalité. En fait, encore une fois, c'est-à-dire, je sais pas, moi je vais penser que mon conjoint, ah non mais lui, tu sais, c'est un, je sais pas moi, vous avez une idée, c'est un maniaque. Voilà. Parce qu'effectivement, dans notre couple et dans nos systèmes, il a pris ce rôle-là de maniaque. Et du coup, je vais l'étiqueter comme ça. Et d'autres personnes qui le connaissent vont pouvoir dire « Ton conjoint est un maniaque ?» Moi, je ne le connais pas comme ça, en tout cas. Ah, tu veux dire que j'ai posé une étiquette? Ah ouais, ok. Alors après, si tout le monde nourrit cette étiquette, ah oui, c'est vrai qu'il est comme ça, ah oui, c'est vrai qu'il est comme ça, allez, bam, bam, bam. Et je vais nourrir cette étiquette, et du coup, les petites pensées irréalistes automatiques, là, ils en profitent. Ah oui, t'as vu à quel point il est maniaque, il est encore plus maniaque, et puis alors, mais ça devient maniaque, hein. Il n'y a plus personne derrière, c'est maniaque. Donc ça, c'est vraiment les étiquettes qu'on se pose, en fait, hein, aisément dans le couple, et ça encore, ça arrive assez vite après la période de séduction, grand amour, tout ça. Une fois que tout ça, c'est un petit peu... ça rebaisse un petit peu. Hop, les étiquettes arrivent. Par rapport à ces étiquettes-là, je vous ai mis une phrase, mais je ne me rappelle plus de qui elle est. Normalement, j'avais une petite note là, mais voilà, je l'ai perdue. Arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes, c'est ce qui pourrait me permettre justement d'aller décoller cette étiquette. Plus je vais nourrir, en fait, y compris dans ma tête et avec ces pensées irréalistes automatiques, l'étiquette que j'ai collée sur mon conjoint, plus je vais le penser et plus je vais trouver des arguments qui vont dans ce sens-là. Si à un moment je décide de prendre un petit peu de distance, de me rendre compte que je lui ai collé une sacrée étiquette, arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes, ça va être porter mon attention sur toutes les fois où il n'est pas comme ça. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, hein, mais il y en a plein. Plein. Et à ce moment-là, je vais me rendre compte que, ah mais oui, c'est tel que je le vois avec mes lunettes déformantes qu'il est comme ça. Mais si je regarde un petit peu toutes les fois où il n'est pas comme ça, je me rends compte que finalement, j'ai entretenu une pensée irréaliste automatique. Alors, c'est pas facile, hein, parce que décoller une étiquette de quelqu'un, en général, ça fait un bon paquet de temps qu'elle y est. Et puis, ça nous arrange un peu. Ça nous arrange parce que comme ça, on peut se plaindre, on peut critiquer, enfin, ça nourrit tout ça. Non, mais c'est vrai. Parce qu'après, si vous arrêtez de vous plaindre, franchement, des fois, on n'a plus de conversation. Non, mais c'est vrai, hein. Si vous regardez, si on arrêtait tous de se plaindre à un moment là, de quoi on parlerait? Donc voilà, une fois que j'ai pris conscience que dans mon couple et dans mon couple parental, parce que quand les enfants arrivent, il y a des nouvelles étiquettes qui se posent. À lui, c'est un fils à sa maman, il est incapable d'élever des enfants. Elle, non mais elle, alors c'est une maniaque, blablabla. Donc, les enfants rajoutent encore des étiquettes, puisqu'on a une nouvelle fonction, un nouveau rôle. Donc, par rapport à ce rôle, bim, hop, ça se colle. Donc, à vous de faire le choix, ou pas, mais ça vous appartient, d'arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Encore une fois, c'est pas quelque chose de super facile qui se fait comme ça du jour au lendemain, parce que ça demande vraiment de changer de point de vue, de modifier notre prisme, de l'élargir un petit peu. C'est vraiment ça, c'est vraiment de regarder plus large. Quand on est dans les pensées irréalistes automatiques ou dans les systèmes, notre vue est comme ça dirigée, focalisée. Si j'accepte vraiment d'élargir mon point de vue, je vais me rendre compte de tout ce qu'il y a autour et à quel point je suis dans une vision réductrice en fait de l'autre. Donc ça c'est pour les étiquettes. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez
des questions au fur et à mesure. Et puis finalement, dans le rapport au couple et dans les systèmes aussi qui se mettent en place, il y a cette histoire de complémentarité. Alors au début, quand on se rend compte, c'est génial, on est complémentaires. Il y en a un qui est comme ci, puis l'autre justement, il est l'inverse, c'est trop bien. Et puis au bout de pas très longtemps, la complémentarité devient vraiment insupportable. Parce que j'en ai marre que tu sois comme ça, parce que oui, c'est toujours moi qui fais ça. Oui, c'est justement parce qu'on est complémentaires en fait depuis le début que du coup, petit à petit, hop, on rentre chacun dans nos étiquettes, puisque nous aussi, on se colle des étiquettes. Et donc, eh bien, il y en a un qui est organisé, l'autre désorganisé. Et on va aller nourrir ça, justement, par la façon dont on voit l'autre, et puis par l'étiquette qu'on s'est collée, nous aussi. Et donc, ce qui au départ était rigolo, n'est plus du tout rigolo, mais ça devient vraiment l'occasion d'envoyer des reproches, des reproches, des reproches, des reproches. Le fait d'être absent et présent aussi, absent et présent, on ne va pas être sur forcément des étiquettes, mais sur des attitudes. C'est parce que l'un est très présent que l'autre se permet d'être absent. Si j'étais un petit peu moins présente, l'autre pourrait reprendre une place plus présente. Donc, qu'est-ce qui se passait si moi j'étais un peu moins présent? Tu ne pourrais pas aller autant que ça avec tes copines. Donc, tu serais obligé de revenir. Donc, en fait, cette complémentarité, elle est vraiment entretenue par l'un et par l'autre. C'est-à-dire que ce que je reproche à l'autre, finalement, moi j'ai pris ma place pour compenser. Si à un moment j'arrête de prendre cette place pour compenser, mais là il y a vide, la nature ayant horreur du vide, ça va se remplir. Donc accuser l'autre de cette complémentarité, c'est juste une question de positionnement. Si moi je réajuste mon positionnement, l'autre de fait va devoir le réajuster. Et par rapport aux enfants, dans les complémentarités, par rapport aux enfants, il y a souvent cette complémentarité entre autoritaire et beaucoup plus cool. Moi, j'ai très très souvent en atelier des parents qui me disent « Bah oui, mais moi je suis obligée d'être autoritaire parce que l'autre il est comme ça. » Ouais, mais ok, arrête de l'être. Tu vas voir qu'il va devoir prendre sa place. Et quand je dis autoritaire, alors je ne vais pas développer la question ce soir, mais il ne s'agit pas d'être autoritariste, mais de faire autorité, d'incarner les rêves, d'incarner les valeurs. Mais ça, c'est une autre thématique. Donc, ces complémentarités comme ça, c'est important de regarder qu'encore une fois, c'est un système, c'est du 50-50. Si pour moi, je vais reprocher à l'autre de ne pas être à sa place, hop, sors-toi un petit peu de ton espace et tu vas voir, ça va revenir. Et ça, il n'y a qu'en le faisant, il n'y a qu'en passant à l'action par rapport à ça qu'on peut vraiment le vivre. C'est pas un principe, c'est pas bah oui, mais j'aimerais qu'en fait on travaille là-dessus, donc je te demande de revenir. Non, ça marche pas tant que c'est intellectuel. C'est vraiment, je le fais et ça va se passer. Mais c'est pas une idée. C'est vraiment en termes d'action.